Salut, c'est Josiane. Bienvenue dans ce nouveau concept où je vous présente à des experts de l'accompagnement dans diverses thématiques autour de l'entrepreneuriat. J'ai recueilli les questions que vous m'avez posées sur Instagram principalement et je les ai posées à un expert en live dans la thématique concernée. Cet épisode est donc un replay. À l'heure où je filme cette vidéo, je n'ai pas encore fait de live, mais je sais déjà que ça va être long. Donc je vous ai mis des chapitres dans la vidéo pour que vous puissiez vous y retrouver en fonction des questions qui vous intéressent. En barre de description, le lien où vous pouvez télécharger gratuitement l'annuaire qui regroupe les contacts de tous les experts ayant participé à ces lives. Comme ça, vous pourrez les contacter librement en cas de besoin. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Aujourd'hui, on va parler de prise de parole, de pitch convaincant et de posture quand même d'entrepreneur avec Marine. Donc Marine, est-ce que tu veux bien te présenter ce que tu fais, comment est-ce que tu peux aider les entrepreneurs porteurs de projets? Ok, top. Alors, donc, je suis Marine Galland, je vis à Paris et je suis une slasheuse. Donc, une slasheuse est une personne qui vit de différentes activités. Donc, je suis coach professionnel certifiée, je suis formatrice en soft skills et en communication et je suis aussi comédienne, improvisatrice quand Ouais. les théâtres sont ouverts. Oui, c'est mieux, ouais, effectivement. Et je suis passionnée par l'entrepreneuriat, ça me fascine depuis de nombreuses années. J'ai créé un blog, entre autres, pour mettre en avant toutes les initiatives, les projets des entrepreneurs. Et j'en ai fait mon métier puisque j'accompagne aussi en coaching et en formation les entrepreneurs pour se libérer de peur, de croyances et prendre la parole, communiquer au mieux, de manière impactante sur leurs projets. Je fais aussi partie d'un collectif qui s'appelle le collectif Panache. Donc, il y a des profils un peu similaires et différents aux miens. On s'est regroupés et on accompagne aussi beaucoup les gens dans l'entrepreneuriat à prendre la parole. Super. Et je ne l'ai pas dit dans ma présentation, mais Marine m'a personnellement coachée. Donc, moi aussi, j'ai pu tester ces méthodes deux fois d'ailleurs. Une fois, c'était plutôt un coaching collectif sous l'incubateur Bilis. C'était en atelier. Et la seconde fois, c'était en privé. Donc, pour le lancement de la campagne de crowdfunding d'Iwalewa. Donc, une séance qui m'a vraiment bien aidée à voilà, améliorer un petit peu ma posture et comment m'exprimer finalement devant le public. Du coup, je te propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. La première question, c'est comment résister au stress de la prise de parole en public? Si seulement j'avais la réponse. Alors déjà, j'inviterais à poser la question autrement sur le terme résister. Je crois que c'est assez mal engagé si on imagine un bras de fer avec notre copain le stress. Et je dis pas copain pour rien parce que je pense que ça passe déjà par changer de regard sur le rapport qu'on a au stress. On voit souvent le stress comme notre pire ennemi. Ouais. Je pense que le stress, à condition qu'il soit bien dosé, est notre meilleur allié. Allié parce que c'est lui qui va nous mobiliser, nous impliquer, nous aider à nous préparer, à vouloir faire au mieux. Donc, première chose, changement de perspective par rapport au stress. Changement de perspective aussi par rapport à l'erreur. Souvent, quand on stresse, c'est qu'on déroule des scénarios du pire et de se dire « Oh, je vais foirer et ça va être horrible ». Et en fait, et d'ailleurs, c'est un des piliers de l'improvisation théâtrale, c'est « It's fun to fail ». C'est célébrer l'erreur. Dès qu'on foire, c'est génial parce qu'on apprend. Et donc, c'est vraiment un mantra, une philosophie de vie, bien plus qu'une phrase ou une valeur partagée. C'est comment j'apprends à me réjouir à chaque fois que je foire. Ça détend le truc aussi. Et un dernier conseil, c'est être dans l'instant présent. Revenir à l'instant présent, à la respiration, à des choses quelque part très concrètes qui vont biaiser notre cerveau finalement, faire diversion à notre cerveau pour pas qu'il pense au scénario du pire. Et donc, voilà, visualisation, se connecter au groupe, etc. C'est intéressant ce que tu dis et surtout le point qui me marque le plus là, c'est un petit peu se dire que échouer entre guillemets, enfin si on fait des erreurs, c'est pas si grave que ça parce qu'effectivement, quelle est la pire chose qui pourrait nous arriver? Si devant l'assemblée on se met à bégayer ou alors, enfin, quelle est la pire chose en soi qui, les gens ne vont pas nous jeter des tomates pourries sur la scène. Je pense pas que ce soit, ce sera pas autorisé, sinon vous portez plainte dans ce cas-là. Mais quelle est la pire chose qui puisse nous arriver? Et effectivement, c'est très intéressant ce que tu dis, de changer de regard également par rapport au stress. C'est, ouais, ça, je trouve que c'est vraiment aidant pour le coup. Et d'ailleurs, fun fact, vous savez que la peur de prendre la parole
et du coup d'être jugé, puisque c'est ça qui se joue, c'est une des peurs les plus partagées au monde devant la pauvreté, la mort et la maladie. Donc, Ah oui, je sais pas du tout. Vous n'êtes pas anormal, tout le monde a peur. Ça fait Donc, en boum fait, boum quand les on prend la personnes qui sont parole. dans l'Assemblée, à notre place, je pense qu'elles seraient dans le même état finalement. Elles sont comme nous. Alors, on passe à la deuxième question qui est tout un petit peu liée. Comment être moins intimidé devant des partenaires expérimentés? C'est vrai que quand on est entrepreneur débutant, parfois notre travail fait que il faut aller démarcher de gros clients qui sont déjà installés dans de grosses entreprises et ça peut être intimidant parce qu'on se dit, ah, moi, je viens de commencer mon activité. Dans ces cas-là, comment est-ce qu'on fait finalement pour se dire non, je peux le faire, j'en vaut la peine, je suis capable? Eh bien, il y a la réponse dans la question. Ça passe beaucoup par quelle est l'histoire que je me raconte avant d'aller dans l'échange. On voit le monde à travers notre prisme, notre filtre de perception, et on a grandi avec des croyances limitantes ou des croyances aidantes. Les croyances limitantes, ça va être je ne suis pas assez impactante, je ne suis pas assez intéressante, je ne suis pas assez blablabla. J'imagine qu'on déroule le fil facilement. Une croyance aidante, c'est je suis passionnée par le projet que je porte. Je suis convaincue que ça va changer le public à qui ça s'adresse. Je suis convaincue que mon expérience a autant d'importance que mon expertise. Et distinguez bien la différence justement entre expérience et expertise. On ne pourra jamais contredire et remettre en cause votre expérience. Elle est unique et personnelle. Et vous venez avec ça, même si vous démarrez dans le métier, dans le secteur, etc., et que vous n'avez pas encore l'expertise top niveau par rapport à quelqu'un, par rapport à votre interlocuteur. Donc, venez avec votre authenticité, votre flamme, votre envie et votre why. Je fais référence à Simon Sinek et les 3 cercles. En quoi c'est important pour vous? Bienvenue à tous les nouveaux arrivants sur le live. N'hésitez pas à poser vos questions à Marine. Je les poserai en live. Je les verrai dans la boîte à questions. Et donc, effectivement, ce que tu dis, c'est bien. Mais tu vois, c'est encore un petit peu facile. C'est vrai que je pense que si on a vraiment un blocage par rapport à un interlocuteur, juste se dire, allez, c'est bon, voilà, je sais de quoi je parle. C'est un bon début, certes, c'est les bases. Mais est-ce qu'il y a des techniques concrètes qu'on peut mettre en place un petit peu tous les jours pour arriver sur le long terme ou à moyen terme à dépasser cette peur-là d'aborder ses premiers prospects? Encore une fois, pour moi, il y a 2 axes de travail et je suis d'accord avec toi. C'est facile à dire, c'est pas facile à faire et c'est le travail de toute une vie. Et c'est pour ça qu'il faut on se fait accompagner en formation, en coaching pour ça. Mais les 2 axes que vous pouvez bosser, c'est le premier. Finalement reprogrammer son cerveau pour voir les choses autrement. Donc, c'est ce que je vous parlais de croyances limitantes à transformer en croyances aidantes. Et ça, allez-y franchement. Écrivez vos croyances aidantes, mettez des post-it de partout, faites de la visualisation quand vous vous brossez les dents. Répétez-vous ces petites phrases pour les ancrer sincèrement. Et le deuxième axe, c'est un travail de surface qui est un travail d'outils. Apprendre à prendre la parole, c'est un métier. Donc, c'est comment je structure mon discours, mes idées, comment je clarifie, comment j'argumente, je donne des exemples, comment je travaille avec ma voix. Là aussi, il y a plein d'exercices à faire. Comment je travaille mon articulation, ne serait-ce que prendre un stylo et s'amuser à parler comme ça nous aide tous les jours. Utiliser la mélodie de la voix, travailler son non-verbal pour avoir une posture ouverte et enthousiaste. Ça, ce sont des choses qui peuvent aider. Et justement, tu parlais d'avoir un discours qui est convaincant, d'avoir son pitch qui est bien construit. Est-ce que tu as des petites méthodes à nous partager pour avoir une structure d'un discours qui va impacter notre interlocuteur? Tu parles de la notion de convaincre. Alors, il y a plein de choses. Je vais donner quelques éléments. En préambule, je distinguerai quand même convaincre et persuader. Vous allez réussir à convaincre votre auditoire avec un discours bien structuré, bien argumenté, avec de bons exemples, des chiffres, etc. Maintenant, ça ne veut pas forcément dire que l'interlocuteur derrière va vous suivre, va signer, va acheter. Là où vous pouvez cranter, c'est de rajouter une brique émotionnelle pour vraiment le passage à l'action. On prend, avec le collectif Panache, on donne souvent cet exemple de je peux te convaincre que c'est mal de fumer, tu vois, Josiane. Je peux te le prouver par A plus B, j'ai même pas besoin de le faire. Tu le sais. Maintenant, peut-être que tu vas continuer à fumer. Admettons que tu fumes. Je ne sais pas. Tu fumes? Non.
Maintenant, qu'est-ce qui va faire que tu vas prendre conscience et passer à l'action derrière? Et il y a vraiment une brique émotionnelle. Donc, il faut jouer sur les deux. Première, pour convaincre, c'est structurer vos idées. Parlez en quoi c'est important pour vous. Mettez évidemment des arguments, des exemples précis. Et un grand mantra, c'est de privilégier l'efficacité à l'exhaustivité. Souvent, quand on a le nez dans le guidon et qu'on baigne dedans, on va vouloir en raconter des tartines. Soyez simple, efficace, soyez surprenant aussi. Utilisez des analogies décalées pour marquer et pour avoir une communication plus mémorable. Après, en termes de structure du discours, il en existe des tartines, la dialectique, la rhétorique, le journalistique. Quelque part, peu importe, enfin, ça dépendra vraiment de la situation et du public. Mais peut-être que le deuxième conseil clé, c'est après avoir identifié le thème que vous voulez défendre, c'est qui est mon public. Et ça doit venir en premier. Et c'est pas juste qui est mon public. Ah oui, ils seront 15, ils ont 20 ans. Ils sont investisseurs. Non, non. C'est qui est mon public, quel message ils doivent retenir, quelle action je vais leur demander derrière, quelles sont leurs spécificités, leur état d'esprit, leur personal win et toutes ces choses. Et je crois que c'est vraiment fondamental avant de dérouler. Et ensuite, évidemment, il y a la forme pour créer de l'émotionnel. Ça va être dans les mots qu'on emploie, dans les figures de style. On a les anaphores, c'est quand on répète des choses en début de phrase. Tout le monde pense que blablabla. Tout le monde pense que blablabla. Tout le monde pense que blablabla. Les analogies, il existe plein de choses, la règle de 3, des petits outils qui font qu'on gagne en puissance dans le discours. C'est vraiment intéressant. Et donc, si je devais résumer la structuration, donc si je vais résumer les deux choses qui doivent entrer en compte dans notre discours, en fait, la première, c'est plutôt des éléments factuels. Et la seconde, là, c'est des éléments qui vont nous marquer, qui vont nous toucher émotionnellement. Ça peut être, par exemple, je sais pas, en racontant notre propre histoire, notre propre expérience. Tout à fait. Ça me fait penser à l'outil du storytelling, qui est une structure en soi ou qui peut être mis à toutes les sauces. Parfois, on peut démarrer notre pitch par du storytelling pour ensuite faire un classique thèse, antithèse, synthèse ou que sais-je. Mais en tout cas, oui, du factuel, toujours idée, argument, exemple. Et ensuite, de l'émotionnel en donnant un peu de soi. Et ça passe aussi par ce qu'on va transmettre avec la voix, avec le corps, avec l'enthousiasme. Ouais. Et justement, le storytelling, c'est la méthode dont on parle depuis plusieurs années. C'est la méthode miracle qui fait vendre n'importe quel produit. Et oui. Mais en fait, c'est pas si évident que ça à faire. Et surtout, il y a des personnes qui ont vraiment envie d'essayer le storytelling, qui ont vraiment envie de se prêter au jeu. Mais ce sont des personnes qui peuvent être réservées. Donc, ils peuvent se dire, ah, jusqu'à quel point je dois donner de moi dans ce storytelling, jusqu'à quel point je dois mettre de mon histoire pour vendre. Est-ce que par rapport à ça, il y a des règles? Est-ce qu'il y a des limites? Enfin, j'imagine qu'en termes de règles, tu vas me dire non. Mais est-ce que tu penses que c'est possible de faire un bon storytelling tout en gardant pour soi ce qu'on a envie de garder finalement? À ton avis? La réponse est dans la question. Oui, bien sûr, tu l'as très justement dit, c'est possible. Et en fait, ce qui est même intéressant, c'est je rappelle juste ce qu'est le storytelling en mode vulgarisation à mort. Mais en gros, le storytelling, c'est notre capacité à raconter des histoires. Donc, ça passe par des éléments clés les premiers, ce sont un héros ou une héroïne qui veut quelque chose, qui a un objectif, et qui va avoir des obstacles pour atteindre cet objectif. Et le plus il y a d'obstacles, le plus on est pendu à ses lèvres et en empathie avec l'héroïne, le héros ou l'héroïne. Et c'est là que c'est intéressant. Le héros ou l'héroïne, ça peut être vous, mais ça peut être le public. Et c'est ça qui est top souvent, de prendre le public quand on raconte l'histoire. Aujourd'hui, vous avez un problème. Vous voudriez qu'on soit dans un monde écologique. Alors voilà, j'ai créé la solution qui va vous aider. Ça peut être aussi le produit, le héros ou l'héroïne de l'histoire. Donc, s'il y a de la distance par rapport à ne pas trop se livrer, vous pouvez prendre comme héros ou héroïne le public ou votre produit. Et puis, ensuite, l'autre ingrédient du storytelling, on parle souvent des 3 actes. Ça remonte à la nuit des temps d'Aristote. Premier acte, j'ai un élément de départ, une situation avec
un éventuel problème. Deuxième acte, c'est mon chemin, mon périple pour atteindre mon objectif avec plein d'obstacles, avec un climax où j'ai l'impression que je ne vais pas y arriver, jusqu'à ce que enfin on atteigne l'objectif et on arrive à l'acte 3 où c'est la résolution finalement du problème. Merci pour la structuration. Franchement, tu as bien résumé finalement la structure du storytelling. Je suis contente. Je pense que ça va vraiment aider certains. Parce que c'est vrai que c'est pas facile de remettre les bonnes parties au bon niveau, j'ai envie de dire, dans le discours. Parfois, quand on se dit storytelling, on se dit, bon, je vais juste raconter ma vie, etc. Mais c'est pas du tout ça. Il y a une vraie structuration à respecter. Oui. Exactement. Et le travers qu'on peut voir, les deux travers extrêmes dans le storytelling, c'est une histoire beaucoup trop simple. Bah oui, moi j'ai voulu me mettre à mon compte et lancer ma boîte. C'est easy. Et en fait, il n'y a pas d'obstacle. Donc le storytelling ne marche pas du tout. Oui. Ou l'autre travers inverse qui est... Donc voilà, donc j'ai vraiment galéré et c'est chaud et je ne m'en remets toujours pas. Et là, avec le Covid, en fait, je m'en sors pas. Il n'y a pas de solution. C'est ça. Exactement. Alors, tu as déjà répondu à l'autre question un petit peu. Quoique, quels exercices faciles à faire chez soi pour améliorer sa prise de parole? Si, avec le stylo dans la bouche, tu nous as dit un petit peu, est-ce que tu as d'autres petites techniques comme ça? À fond. Alors, sur la partie forme, ce qu'on appelle le paraverbal, tout ce qui tourne autour de la voix. On a souvent tendance à sous-estimer cet outil et on le subit parce que notre voix traduit notre état et si on est dans la peur ou la frustration, ça va se voir. Donc, comment j'utilise ma voix au service de mon message, pour sublimer mon message? Vous avez l'articulation avec l'exercice du stylo. Vous avez ensuite tous les exercices qui vont travailler la prosodie, c'est la musicalité de la voix. Je vous donne deux outils, mais il en existe d'autres. Il y a le rythme et le volume. Donc, créez vos occasions pour le faire, que vous soyez en train de lire un livre à un enfant ou le soir avec votre livre de chevet, vous reprenez, vous lisez à haute voix votre livre, vous travaillez une première fois avec le rythme et vous faites des accélérations très rapides pour vous entraîner à aller plus vite. Et puis d'un coup, vous décélérez, jusqu'à même poser des silences entre chaque mot. Et puis vous réaccélérez. Donc vous jouez avec cette accélération, décélération, silence, pour voir l'effet que ça fait. Pareil, ensuite vous prenez une autre page, vous pouvez vous amuser avec le volume. D'un coup, vous allez monter un petit peu le son, parce qu'en fait, on n'est pas là non plus pour se raconter tout et n'importe quoi. Et puis d'un coup, vous êtes plutôt dans un mode un peu plus intimiste, parce que finalement, le volume, c'est super important pour la prise de parole. Rythme et volume. Et justement, là, tu parles de maîtriser sa voix. Comment on fait lorsqu'on doit parler en public ou peu importe et qu'on est en stress, voilà, on a la voix toute tremblante et tous les premiers mots sont toujours « alors bonjour, je m'appelle », on a la voix tremblante comme ça. Est-ce qu'il y a des exercices pour maîtriser ça? Eh bien, ceux que je viens de vous partager, en fait, sont très utiles, mais il faut voir ça sur du long terme, en fait. C'est comme le travail d'un sportif qui va faire son match. Il ne vient pas à son match non préparé. Donc, il aura fait ses entraînements, son footing, taper des balles très régulièrement. Donc, plus vous allez faire ça régulièrement, plus ça va devenir des réflexes automatiques qui font que le moment venu, ce sera beaucoup plus facile. Mais évidemment, sinon ça, vous pouvez le faire juste avant de monter, de prendre la parole. Aux toilettes, avec aussi le petit bruit du moteur pour réveiller un peu tout ça, pour faire bouger les résonateurs. Et puis, vous pouvez reprendre votre texte et vous vous amusez à le lire rapide, lent, silence, fort, bas, fort, et vous serez échauffé. Salut Lola, bienvenue sur le live. J'espère que le live te plaît. Il y a un exercice en particulier dont je me rappelle et que j'avais beaucoup aimé lorsque tu intervenais dans le réseau Bilis. C'était un exercice qu'on faisait en duo et on devait en fait raconter une histoire. Donc la personne en face de nous donnait un mot et on devait raconter une histoire par rapport à ça. Et également, on devait, je crois que non, en fait, c'était un autre. On devait vendre quelque chose ou alors se positionner en tant qu'expert sur quelque chose qui n'avait rien à voir. Par exemple, on va parler de tomates cerises et moi, je vais raconter que les tomates cerises viennent de l'Antiquité. Mais il fallait absolument être convaincant. Et on parlait de quelque chose de ridicule, mais ça faisait tout d'un coup très sérieux. Et j'aimerais bien que tu nous expliques cette technique parce que je pense qu'elle peut vraiment être utile au quotidien, justement, lorsqu'on est amené à parler à différents partenaires.
Tout à fait. Tu fais référence à ce qu'on appelle le jeu de l'expert. Et je pense que ça parle à tout le monde. On en a plein dans notre entourage, des gens qui parlent pour ne rien dire ou qui se donnent des airs et c'est assez bluffant parce que parfois ils arrivent à convaincre en réunion sur quel sujet et alors qu'ils racontent n'importe quoi, que c'est pas fondé, pas sourcé. Donc le jeu de l'expert, il est très simple. Vous vous mettez par deux et il y en a un qui prend le rôle de l'expert. Et l'expert, il est comment? Il est dans une posture ouverte et enthousiaste, c'est-à-dire le buste ouvert, le menton, le port de tête haut, le regard dans les yeux, le sourire, et il parle avec ses mains. Voilà, et c'est la seule chose qu'on travaille. Et après, vous pouvez raconter n'importe quoi. La personne en face est le journaliste et interview l'expert et peut le challenger et s'amuser à rebondir sur peu importe ce qu'il raconte et à lui dire mais attends, mais c'est quoi t'as parlé d'Antiquité, c'est quoi l'Antiquité? Et moi, je peux te raconter n'importe quoi avec énormément de calme, d'ancrage, de conviction et de confiance. C'est surtout ça, la conviction. Je vous recommande vraiment cet exercice. Il est juste génial. En plus il est très amusant. C'est vraiment très, très drôle. Je me rappelle ce jour-là, on avait énormément rigolé. Et en plus, c'était juste avant le passage à un concours. Donc, ça nous a vraiment permis de déstresser à fond. Et c'est vraiment intéressant pour travailler son art de la conviction. Donc, surtout, essayez, c'est vraiment marrant. Alors, je surveille l'heure quand même. Voilà, ça passe très, très vite. Il ne reste que 8 minutes, mine de rien. Donc, je vais très vite passer aux autres questions. Mais je pense que tu as déjà globalement répondu à tout parce que les réponses sont quand même bien exhaustives. La prochaine et la dernière, c'est comment convaincre nos acheteurs quand on est timide. Quand vraiment on n'arrive pas, c'est-à-dire que là, on est vraiment plus au stade où c'est juste que on n'arrive vraiment pas à parler à la personne en face de nous, mais quand on est entrepreneur, on doit aller prospecter, on doit aller chercher des clients. Est-ce que la timidité, c'est quelque chose qu'on peut surmonter autant que avec les techniques dont tu nous as parlé en tout début? Alors oui, c'est largement surmontable. Et c'est exactement les deux mêmes axes que vous pouvez travailler dont j'ai parlé au début. Le premier, il y a un travail qui est plus développement personnel à faire en coaching individuel. C'est quoi l'histoire que je me raconte? Je suis pas assez intéressante, je suis pas assez extravertie, je parle pas assez fort. Peu importe, on partage souvent beaucoup de croyances limitantes. C'est de les faire sortir, les transformer en croyances aidantes et développer une confiance dans son état d'esprit. C'est vraiment ce que j'appelle reprogrammer, hacker son cerveau. Ensuite, évidemment, c'est de choper des outils. Hein. Encore une fois, c'est un art. Donc, en termes de rhétorique, en termes de mots employés, avec la voix, le corps, la posture de l'expert. Et ça, c'est comme dans toute activité, sport, musique, boulot. Rien ne remplace la répétition. Oui. Donc, créez vos occasions. Dès que vous avez l'occasion de prendre la parole, que ce soit dans je prends l'ascenseur avec la voisine, j'ai 3 minutes pour lui parler de mon projet, raconter à ma grand-mère qui comprend rien, évidemment les grands moments avec les business angels ou des choses comme ça. Mais créez vos occasions, entraînez-vous et plus vous allez foirer, le mieux c'est parce que c'est comme ça que vous apprenez. Et après, un dernier point en particulier pour les timides, restez au plus près de vous-même et de qui vous êtes en fait. Il n'y a pas un orateur qui est mieux qu'un autre. Il n'y a pas un profil de personnes qui sont... ça me rappelle l'impro. Souvent, on dit en impro, ah non, mais c'est réservé à une élite, cette discipline. C'est ceux qui ont confiance, c'est ceux qui ont de la répartie. Pas du tout. Ça, c'est une croyance. C'est une légende urbaine. L'improvisation, c'est abordable pour tout le monde. On s'entraîne à improviser. Ce sont des muscles qu'il faut travailler comme tout le monde et chacun a son style. Donc, dans la prise de parole, même pour les timides, restez très authentique avec qui vous êtes et trouvez votre style. Merci pour la réponse. Il ne reste plus que quelques minutes. Plus que quelques minutes. Ouh là là. C'est dur. Est-ce que tu peux nous en dire plus du coup sur le collectif Panache et sur tous tes services en général? Comment est-ce que tu peux encore aider les entrepreneurs? Tu l'as un petit peu dit en début de vidéo, mais c'est bien de le redire maintenant que les gens sont là et surtout de rentrer un petit peu plus en profondeur de tes activités. Ok, top. Alors, il y a plusieurs types d'accompagnement. À titre individuel, je suis coach professionnel. Donc, ce sont des accompagnements sur plusieurs séances
où on peut vraiment travailler des choses sur le fond, en fait, justement, sur quelles sont les histoires qu'on se raconte, qu'est-ce que j'ai envie de modifier dans ma vie pour créer les conditions de succès par rapport aux objectifs que je me fixe, peu importe la thématique. Et puis évidemment, dans la partie formation, il y a tous les outils de la rhétorique, de la prise de parole, des pitchs, etc. que je peux vous transmettre à titre individuel. Et avec le collectif Panache, nous avons créé un super programme d'accompagnement sur 6 semaines qui s'appelle Joue-là comme Obama. Donc là, vous voyez, on a joué d'ailleurs sur l'analogie. Hein, en prenant la référence d'Obama qui évoque pour nous un superbe orateur qui est à la fois très assertif, très inspirant et en même temps qui fait partie de ces gens qui ont leur style. C'est pas le mec qui prend la place, qui envoie comme on pourrait un peu caricaturer les bons orateurs, en tout cas peut-être ce qu'on faisait à une époque. Donc programme sur 6 semaines avec des ateliers collectifs tous les mardis et puis des coachings individuels où on transmet énormément de choses et il y a de vrais résultats. On en est à notre 4e promo qui démarre en mars. Donc n'hésitez pas à aller voir. Peut-être, je sais pas si dans le chat on peut l'écrire ou en tout cas. Je le remettrai tout de suite dans le replay en IGTV. Okay. Donc je taguerai le compte Collectif Panache, je taguerai également ton compte. Et bien sûr, vous pouvez télécharger les contacts de Marine dans le lien qui est juste dans ma bio. Je vais également rediffuser cette vidéo sur YouTube et vous aurez le contact de Marine dans la barre de description et toujours dans l'annuaire. Top. En tout cas, le message de fin, encore une fois, la prise de parole, la communication, on s'en fait des montagnes. Évidemment, il y a un travail personnel de gestion du stress, des émotions, de confiance, évidemment. Il y a plein d'outils à attraper. C'est un art, ça se travaille, c'est vraiment abordable. Et n'hésitez pas à embrasser ces sujets parce que ça peut rapidement devenir un plaisir et vous pouvez rapidement vous surprendre. Merci beaucoup Marine d'avoir participé. Merci beaucoup pour l'inspiration. Merci à vous d'avoir regardé. Merci Marine et Josiane, super efficace. Merci beaucoup. Du coup, je vous souhaite de passer une bonne soirée tout le monde. Ciao.